La petite fille noire dit au juge, « Mon père est innocent et je vais le prouver. » Alors, toute la salle d'audience a été prise de panique et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jasmine Williams, âgée de seulement 11 ans, s'est levée au milieu de la plus imposante salle d'audience fédérale de Chicago et a interrompu le procès de son propre père. « Votre honneur, je demande la parole. » Sa petite voix a tranché le silence comme une lame, coupant le souffle de toutes les personnes présentes dans la salle. Le juge Thompson, un homme blanc de soins habitué à des décennies de formalités juridiques, a failli laisser tomber son marteau de surprise. Dans le box des accusés, Michael Williams, un comptable noir de 35 ans qui avait consacré toute sa vie à élever seul sa fille, tira les yeux, complètement paniqué. « Jasmine, non !» murmura-t-il, mais elle marchait déjà d'un pas déterminé dans l'allée centrale. « Mademoiselle, nous sommes dans un tribunal, pas dans une cour de récréation », a grogné le procureur Davison. Un homme qui n'était clairement pas préparé à être confronté à une enfant. « Agent de sécurité, faites sortir cette fille immédiatement. » Mais Jasmine n'a pas branché. Ses baskets usées résonnaient sur le sol en marbre tandis qu'elle marchait vers la tribune, serrant contre sa poitrine un dossier jaune comme s'il s'agissait de sa vie. « Mon père est accusé d'avoir volé 75 000 $ à l'entreprise où il travaille. Tout le monde ici a déjà décidé qu'il était coupable parce qu'il est pauvre et noir. Mais j'ai des preuves que vous vous trompez tous. » La salle d'audience a éclaté en murmures. Les avocats chuchotaient frénétiquement. Les journalistes ont sorti leur téléphone portable. Le juge Thompson a frappé 3 fois avec son marteau, mais le chaos ne faisait que s'intensifier. Jasmine Williams n'était pas une enfant comme les autres. À 11 ans, elle avait déjà affronté plus d'adversités que beaucoup d'adultes. Elle avait perdu sa mère à l'âge de 6 ans. Elle avait vu son père cumuler 3 emplois pour subvenir à ses besoins et elle avait observé en silence le système tenter de détruire la seule famille qui lui restait. Silence. Le cri du juge a finalement fait taire la salle. Il a étudié le visage déterminé de la jeune fille pendant de longues secondes. « Jeune fille, comprenez-vous où vous êtes? Il s'agit d'une affaire de fraude d'entreprise qui peut valoir 15 ans de prison à votre père. »« Je comprends parfaitement, » a répondu Jasmine en levant le menton. « Et je comprends aussi que le vrai voleur est assis là au premier rang, souriant parce qu'il se croit trop intelligent pour se faire prendre par une petite fille. » Tous les regards se tournèrent vers l'endroit qu'elle désignait. Richard Sterling, le directeur financier de l'entreprise, un homme de 50 ans vêtu d'un costume à 3 000 $ qui avait témoigné contre Michael la semaine précédente. Son sourire confiant commença à vaciller. Ce que Sterling ignorait, c'est que pendant des mois, une fillette de 11 ans avait observé, pris des notes et recueilli des preuves que même le FBI n'avait pas réussi à trouver. Et maintenant, dans ce moment tendu, elle était sur le point d'utiliser chaque fragment de cette information pour détruire complètement la vie de l'homme qui avait tenté de détruire la leur. Alors que toute la salle d'audience retenait son souffle, Jasmine ouvrit son dossier avec le calme de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Si vous aimez cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce que cette petite fille a fait ensuite va vous laisser bouche bée. Pour bien comprendre comment une fillette de 11 ans en est arrivée à ce moment explosif au tribunal, il faut remonter 6 mois en arrière lorsque tout a commencé à s'effondrer dans la vie de Williams. Michael travaillait comme comptable senior chez Sterling et associate depuis 4 ans. C'était un homme méticuleux qui arrivait tôt et partait tard, toujours impeccable dans ses rapports financiers. Richard Sterling, le propriétaire de l'entreprise, avait été son mentor et son ami apparent, le genre d'homme blanc progressiste qui aimait se vanter publiquement de donner des opportunités à des talents divers. « Michael est la preuve que mon entreprise valorise la diversité », disait souvent Sterling dans les interviews, toujours avec ce sourire condescendant qui faisait lever les yeux au ciel à Jasmine lorsqu'elle le regardait à la télévision. Le premier indice que quelque chose n'allait pas est apparu un jeudi pluvieux. Jasmine attendait son père dans le hall de l'entreprise lorsqu'elle a entendu Sterling discuter avec d'autres cadres près des ascenseurs. Williams devient trop à l'aise ici. « Je pense qu'il a oublié quelle est sa place », murmura Sterling en ajustant sa cravate italienne. « Il est peut-être temps de lui rappeler qui est vraiment le patron. » Jasmine fit semblant d'être distraite par son téléphone portable, mais chaque mot resta gravé dans sa mémoire photographique, un talent qu'elle avait hérité de sa mère qui avait été professeure de mathématiques avant de mourir dans un accident de voiture lorsque Jasmine n'avait que 7 ans. Ce soir-là, Michael rentra à la maison plus tendu que d'habitude. Jasmine l'observa jouer nerveusement avec la nourriture dans son assiette, clairement préoccupée par quelque chose qu'il ne voulait pas partager. « Papa, tout va bien au travail ?» demanda-t-elle, étudiant les micro-expressions sur son visage, une autre compétence qu'elle avait développée après la mort de sa mère, lorsqu'elle avait dû apprendre à lire les émotions des adultes pour naviguer dans un monde qui était soudainement devenu beaucoup plus compliqué. « Oui, princesse, juste quelques projets difficiles », mentit Michael,
mais Jasmine savait déjà que quelque chose de très grave se passait. Les semaines suivantes furent marquées par une escalade de petites insultes et de sabotage professionnel. Sterling commença à remettre publiquement en question chaque décision de Michael, à rejeter des rapports qu'il approuvait auparavant sans hésitation et à faire des blagues sur les co-ratios pendant les réunions. Ne le prenez pas mal, mais je me demande parfois si nous ne sommes pas en train d'abaisser nos standards pour paraître plus inclusifs, a déclaré Sterling lors d'une réunion du conseil d'administration en regardant Michael droit dans les yeux tandis que les autres cadres rient nerveusement. Michael a ravalé son humiliation en silence, pensant à sa fille qui dépendait de lui, à l'appartement qu'il devait payer, à l'université qu'il voulait garantir à Jasmine. Mais chaque insulte était soigneusement archivée dans l'esprit analytique de la jeune fille qui avait commencé sa propre enquête silencieuse. Le coup de grâce est survenu un lundi matin. Michael a été convoqué dans le bureau de Sterling et y a trouvé 2 policiers qui l'attendaient, ainsi que le directeur des ressources humaines et un avocat de l'entreprise. Michael Williams, vous êtes accusé de détournement de fonds d'un montant de 75 000 $, a annoncé le détective Morrison. Un homme qui avait clairement déjà décidé de votre culpabilité avant même d'avoir vu les preuves. Sterling était appuyé contre la fenêtre, feignant la tristesse. Michael, comment avez-vous pu faire cela? Je vous faisais confiance comme à un fils. Mais Jasmine, qui avait manqué l'école ce jour-là sous prétexte d'un mal de ventre stratégique pour observer l'entreprise, a vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Le sourire rapide et satisfait que Sterling a laissé échapper lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Ce soir-là, tandis que Michael était assis dans la cellule du poste de police, Jasmine a ouvert l'ordinateur que sa mère lui avait laissé et s'est mise à faire ce qu'elle savait faire de mieux. Collecter des données, analyser des schémas et monter un dossier. Elle n'était pas seulement une enfant intelligente. C'était une enfant qui avait perdu sa mère très tôt et qui avait appris que lorsque le monde semble être contre vous, la seule défense est la vérité armée de preuves réfutables. Pendant 3 mois, alors que Michael attendait son procès en liberté conditionnelle et que Sterling célébrait discrètement sa victoire sur le comptable problématique, Jasmine a travaillé méthodiquement. Elle a piraté des emails, un talent autodidacte discutable mais utile. Enregistrer des conversations, photographier des documents et constituer un dossier qui aurait fait la fierté de n'importe quel détective professionnel. Ce que Sterling ignorait, c'est que son arrogance était sur le point de se heurter à son ennemie la plus improbable et la plus implacable. Une fillette de 11 ans dotée d'une mémoire photographique assoiffée de justice et n'ayant absolument rien à perdre. Et maintenant, de retour dans cette salle d'audience tendue, elle était sur le point de montrer à Sterling et au monde entier que sous-estimer un enfant déterminé peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. Alors que Michael dépérissait en liberté conditionnelle, perdant le sommeil et l'appétit à la perspective de 15 ans de prison, Jasmine transforma sa petite chambre en quelque chose dont n'importe quel détective privé serait fier. Un centre d'opération digne d'unier policier. Sur le mur au-dessus de son lit, elle avait collé une carte mentale géante reliant Sterling à chaque mouvement suspect des 6 derniers mois. Des fils rouges reliaient les dates, les heures, les emails imprimés et les photos prises secrètement avec son téléphone portable à l'école. Pour n'importe quel adulte, cela aurait ressemblé à l'obsession d'une enfant traumatisée. Pour Jasmine, c'était le plan de la justice. La première pièce du puzzle est venue d'une source inattendue, Donna Carmen, la femme de ménage de nuit de Sterling et associate qui vivait dans le même immeuble que les Williams. Cette fille est très calme ces derniers temps, a commenté Carmen un soir en trouvant Jasmine assise seule dans la cour de l'immeuble. Son père va bien. Jasmine observa le visage fatigué de cette femme de 50 ans qui cumulait 3 emplois pour subvenir aux besoins de ses propres enfants. Carmen avait ce regard de ceux qui connaissent l'injustice de première main. « Madame Carmen, » dit Jasmine avec précaution, « vous travaillez dans l'entreprise où travaillait mon père, n'est-ce pas? » « Oui, ma petite. Je nettoie ses bureaux depuis 8 ans. » Carmen s'assit à côté de Jasmine, baissant instinctivement la voix. « Et je peux vous dire une chose, votre père a toujours été le seul à me saluer par mon nom. Les autres ne me regardent même pas. Vous connaissez M. Sterling ?» Carmen eut un rire amer. « Oui, je le connais et je sais aussi que cet homme n'est pas quelqu'un de bien. Je l'ai vu faire des choses étranges au bureau après les heures de travail, fouiller dans des ordinateurs qui ne lui appartiennent pas. » Le cœur de Jasmine s'emballa. Quel genre de choses étranges? Écoute, ma petite, je ne devrais pas te dire ça. Carmen regarda nerveusement autour d'elle. Mais la semaine avant l'arrestation de ton père, j'ai vu Sterling dans son bureau à 2 heures du matin en train de fouiller dans son ordinateur. Quand il m'a vu, il a fait semblant d'être en train de ranger quelque chose et s'est enfui en courant. Cette nuit-là, Jasmine élabora un plan qui aurait été considéré comme risqué même pour un adulte.
Au cours des semaines suivantes, elle commença à rendre visite à Carmen au travail, apportant du café et des sandwichs comme excuse pour rester dans le bâtiment après les heures de bureau. « Tu es une fille très intelligente », dit Carmen un soir en regardant Jasmine photographier discrètement le bureau en désordre de Sterling. « Mais fais attention à ne pas te mêler de choses trop importantes. » Ce que Carmen ignorait, c'est que Jasmine était déjà mêlée à des choses bien plus importantes que quiconque pouvait l'imaginer. La deuxième alliée vint d'un endroit encore plus inattendu. Amanda Chen, une bibliothécaire de 28 ans de l'école de Jasmine, qui avait remarqué que la jeune fille passait des heures supplémentaires dans la section des livres sur le droit et la technologie. « Jasine, je peux te parler ?» demanda Amanda un après-midi, trouvant la jeune fille une fois de plus entourée de livres sur le droit pénal et l'analyse médico-légale. « Ça va? Tes professeurs s'inquiètent. » Jasmine évalua Amanda avec attention. Elle était jeune, portait des vêtements branchés et avait l'air de quelqu'un qui ne se résignait pas face à l'injustice. Plus important encore, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui se précipiterait pour appeler un assistant social au moindre signe de problème. « Madame Chen, dit finalement Jasmine, si une personne innocente était accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis et que toutes les preuves étaient fausses, que devrait-elle faire ?» Amanda s'assit à côté de Jasmine et baissa la voix. « Ça dépend. S'agit-il d'une situation théorique ou y a-t-il quelqu'un en particulier qui a besoin d'aide ?»« Théoriquement, mentit Jasmine, mais ses yeux en disaient long. Amanda quiça lentement. « Théoriquement, cette personne aurait besoin de preuves solides, des documents, des enregistrements électroniques, des témoins. Et elle devrait savoir comment présenter ces preuves de manière à ce que personne ne puisse les ignorer. Et si cette personne était trop jeune pour être prise au sérieux, alors cette personne devrait être beaucoup plus intelligente que tous les adultes qui l'entourent. Et elle aurait peut-être besoin de quelqu'un qui connaît les systèmes de l'école pour accéder à des ressources éducatives. » C'est ainsi que Jasmine a obtenu l'accès aux ordinateurs de la bibliothèque après les heures de cours pour un projet de recherche sur la justice sociale. Pendant des semaines, Jasmine a travaillé méthodiquement. À l'aide de techniques de piratage informatique apprises dans des tutoriels YouTube et qu'elle n'aurait jamais avoué devant un tribunal, elle a réussi à accéder aux emails professionnels de Sterling grâce à un mot de passe ridiculement évident qu'il utilisait pour tout. Monnaie, 2023. Ce qu'elle a trouvé dans ces emails était une mine d'or de preuves incriminantes. Des messages à d'autres cadres se moquant de la naïveté de Michael. Williams est tellement préoccupé par le fait de tout faire correctement qu'il ne remarque même pas ce qui se passe autour de lui. Parfait. Des virements bancaires vers des comptes personnels, déguisés en dépenses opérationnelles. Et la preuve définitive, une conversation par email avec le comptable de l'entreprise 3 jours avant l'arrestation de Michael, dans laquelle Sterling admettait avoir préparé un bouc émissaire pour résoudre notre problème de trésorerie. Mais Sterling avait commis une erreur fatale. Dans son arrogance, il a supposé qu'une fillette de 11 ans ne serait jamais une menace réelle. À tel point que lors d'une réunion avec des avocats une semaine avant le procès, il a été enregistré par Carmen que Jasmine avait convaincu de laisser son téléphone portable allumé en train de dire « Détendez-vous, que peut faire un enfant? Pleurer au tribunal? Vous allez avoir pitié de papa? Je vous en prie. Williams va pourrir en prison et personne ne se souviendra de lui dans 6 mois. » Sterling avait passé des mois à célébrer discrètement sa victoire sur Michael, publiant sur les réseaux sociaux des messages sur le nettoyage de l'entreprise et le maintien de normes élevées. Chaque publication était une humiliation publique supplémentaire pour la famille Williams et chacune serait utilisée contre lui. À la veille du procès, Jasmine a finalement révélé à Amanda l'étendue réelle de son enquête. La bibliothécaire a été choquée de voir des piles de preuves organisées avec une précision militaire. Jasmine, c'est du travail de détective professionnel. Comment avez-vous obtenu tout cela? Les gens sous-estiment les enfants, répondit simplement Jasmine. Ils pensent que nous sommes invisibles ou incapables, mais l'invisibilité est parfois le meilleur outil d'enquête qui soit. Amanda Jasmine a tout organisé dans une présentation numérique professionnelle avec une chronologie, des preuves classées par catégorie et une analyse médico-légale de base des emails et des virements. Ce soir-là, tandis que Michael priait désespérément pour un miracle, Jasmine répétait son discours une dernière fois devant le miroir. Elle savait qu'elle n'aurait qu'une seule chance d'exposer Sterling devant tout le tribunal. Sterling avait passé des mois à dormir tranquille, convaincu d'avoir commis le crime parfait contre un homme noir travailleur qui ne connaissait pas sa place. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant tout ce temps, une fillette de Han avait monté un dossier si solide contre lui que même le meilleur avocat du pays ne pourrait le sauver. Et demain, devant les juges, les procureurs et les journalistes, Sterling allait découvrir que sous-estimer une enfant déterminée peut être l'erreur la plus coûteuse qu'un criminel puisse commettre. Eh bien, Jean Williams, dit le juge Thompson en ajustant ses lunettes, vous avez 5 minutes pour présenter vos preuves. Sterling rit doucement depuis le premier rang, chuchotant assez fort pour que tout le monde l'entende.
Ça va être intéressant. Une enfant qui joue à l'avocat. Jasmine connecta l'ordinateur portable qu'Amanda lui avait prêté au système de projection de la salle d'audience. La première image qui apparut sur l'écran géant était un email de Sterling à son comptable personnel, daté d'une semaine avant l'arrestation de Michael. J'ai préparé un bouc émissaire parfait pour résoudre notre problème de trésorerie. Williams est tellement préoccupé par le fait de tout faire correctement qu'il ne remarque même pas ce qui se passe autour de lui. Le sourire de Sterling disparut instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut ses propres mots projetés à la vue de toute la salle d'audience. « C'est cette info », balbutia-t-elle en se levant brusquement. « Monsieur Sterling, dit Jasmine calmement. Souhaitez-vous contester l'authenticité de cet email? Car j'ai ici le rapport d'expertise numérique qui confirme qu'il a été envoyé depuis votre ordinateur personnel à 23h47 un jeudi. » Le procureur Davison était visiblement confus, feuilletant frénétiquement des papiers. « Votre honneur? Cela ne figurait pas dans le dossier. » Parce que vous n'avez pas cherché au bon endroit, répondit Jasmine en passant à l'écran suivant. Voici les virements bancaires que M. Sterling a effectués vers 3 comptes différents au cours des 6 derniers mois, tous à son nom, pour un montant total de 75 000 $. La deuxième projection montrait des relevés bancaires détaillés avec les codes de transaction, les dates et les heures. Sterling transpirait visiblement à présent, sa cravate italienne ressemblant soudain à une corde autour de son cou. « Mon père n'a jamais eu accès à ces comptes », a poursuivi Jasmine, sa voix gagnant en assurance. En fait, il ne savait même pas qu'ils existaient. Mais M. Sterling a oublié que certains systèmes d'entreprise enregistrent automatiquement tous les accès. Le troisième écran révélait des journaux systèmes montrant Sterling accédant à des comptes financiers à l'aide du mot de passe de Michael qu'il avait obtenu grâce à un logiciel espion installé secrètement sur l'ordinateur du comptable. C'est impossible, c'est Sterling perdant complètement son sang-fr. Un enfant ne peut pas avoir accès à ces informations. Vous avez raison, dit Jasmine en souriant pour la première fois. Un enfant seul ne le pourrait pas, mais un enfant aidé par des personnes qui se soucient de la justice. C'est différent. À ce moment-là, Madame Carmen entra dans la salle d'audience accompagnée d'Amanda Chen et de 3 autres employés de Sterling et associates. Carmen tenait un petit magnétophone. « Votre honneur » dit Carmen nerveusement. Cet enregistrement a été réalisé la semaine dernière lors d'une réunion entre M. Sterling et ses avocats. La voix de Sterling résonna dans la salle d'audience à travers les haut-parleurs. « Détendez-vous. Que peut faire un enfant? Pleurer dans la salle d'audience? Williams a pourrir en prison et personne ne se souviendra de lui dans 6 mois. » Cela a pris à sa place. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sterling était devenu livide, regardant autour de lui comme un animal pris au piège. Cela était sorti de son contexte. Je ne voulais pas dire. Vous vouliez dire exactement cela? L'interrompit Jasmine. Et vous vouliez aussi dire ceci. L'écran affichait désormais des captures d'écran des réseaux sociaux de Sterling au cours des derniers mois, où il avait publié des mèmes racistes et des blagues sur le maintien des normes de qualité dans l'entreprise, des publications qu'il avait supprimées quelques jours auparavant mais que Jasmine avait soigneusement archivées. Le juge Thompson était visiblement troublé. « Monsieur Sterling, ces preuves sont extrêmement compromettantes. » Sterling tenta un dernier coup désespéré. « Ce n'est qu'une enfant rebelle. Tout cela n'est que la vengeance d'une fille qui n'accepte pas que son père soit un voleur. » C'est alors que Jasmine joua sa dernière carte. « Monsieur Sterling, faites-vous référence à ce voleur? » L'écran montra la vidéo de sécurité de l'entreprise prise la nuit où l'argent avait disparu. Les images qui avaient été perdues lors de l'enquête initiale montraient clairement Sterling dans son bureau à 2 heures du matin, transférant de l'argent puis plaçant de fausses preuves dans l'ordinateur de Michael. « Comment avez-vous obtenu cela » murmura Sterling. La voix brisée. « Vous avez sous-estimé beaucoup de gens, Monsieur Sterling, » répondit Jasmine. « Vous avez sous-estimé mon père. Vous m'avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé Madame Carmen qui a accès au système de sécurité en tant qu'employée de nuit depuis Achan. Vous avez sous-estimé tout ce que vous considériez comme inférieur. » Sterling s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Dans la salle d'audience, les journalistes prenaient frénétiquement des photos tandis que le procureur Davison demandait une pause pour réévaluer complètement l'affaire. Michael pleurait ouvertement, incapable de croire que sa fille de 11 ans avait monté un dossier que des avocats coûteux n'avaient pas réussi à constituer. Jasmine s'approcha de lui et lui prit la main. « Papa, » dit-elle doucement, « personne ne touche à la famille Williams. » Alors que Sterling était escorté menotté par les policiers qui, quelques minutes auparavant, étaient prêts à ramener Michael en prison, il jeta un dernier regard à Jasmine. Le mépris avait fait place à quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. La peur sincère d'un homme qui avait découvert trop tard qu'il avait complètement sous-estimé son adversaire. Mais la véritable justice ne faisait que commencer.
Les images du tribunal se propageaient sur les réseaux sociaux plus vite que Sterling ne pouvait l'imaginer et son humiliation publique ne serait que le premier chapitre d'une chute qui redéfinirait complètement le sens du mot conséquence. 6 mois plus tard, Richard Sterling découvrit de la pire manière qu'il soit ce que signifie sous-estimer une jeune fille déterminée et assoiffée de justice. Sa condamnation pour fraude d'entreprise, discrimination raciale et obstruction à la justice lui a valu 8 ans de prison fédérale et une amende de 2,5 millions de dollars. Mais la véritable destruction de Sterling se produit sur les réseaux sociaux où la vidéo de son humiliation au tribunal atteint 47 millions de vues en 2 semaines. Sterling pleure en prison. Un homme riche détruit par une fillette de Han, un raciste pris en flagrant délit par un enfant. Les gros titres se multipliaient chaque jour. Son entreprise a fait faillite. Sa femme a demandé le divorce et a emporté la moitié de ce qui restait de ses biens. Et même ses compagnons de cellule l'ont évité après avoir appris qu'il avait été battu par un enfant. Michael, en revanche, est devenu une source d'inspiration nationale. Des offres d'emploi affluaient de tout le pays, mais il a choisi d'ouvrir son propre cabinet comptable. Williams et Phil Consultoria s'est spécialisé dans l'aide aux petites entreprises familiales, en particulier celles dirigées par des personnes qui, comme lui, savaient ce que c'était que de lutter contre les préjugés. Jasmine est devenue l'enfant la plus célèbre du système judiciaire américain. Les universités lui envoyaient des lettres lui offrant des bourses d'études complètes pour ses 18 ans. Les émissions de télévision se disputaient les interviews. Hollywood voulait acheter les droits pour en faire un film. Mais le moment le plus satisfaisant est venu un jeudi après-midi lorsque Jasmine s'est rendue chez Sterling et associa désormais sous une nouvelle direction pour rencontrer Donna Carmen. Ma petite fille, a dit Carmen en serrant Jasmine dans ses bras dans le hall qui avait autrefois été le théâtre de tant d'humiliations silencieuses. Tu as tout changé ici. Maintenant, il nous appelle par notre nom, nous offre une assurance maladie et ont même augmenté notre salaire. Amanda Chen, qui avait quitté la bibliothèque pour travailler comme conseillère juridique dans le cabinet de Michael, souriait à leur côté. Jasmine a prouvé que lorsque vous avez la vérité de votre côté, peu importe votre âge, votre couleur de peau ou votre origine, vous pouvez déplacer des montagnes. 3 ans plus tard, à l'âge de 14 ans, Jasmine avait déjà publié un livre pour enfants sur la justice sociale qui est devenu un best-seller. L'argent a été reversé pour créer des bourses d'études destinées aux enfants issus de familles à faibles revenus intéressés par le droit. Le juge Thompson, qui a pris sa retraite l'année suivante, a déclaré lors de sa dernière interview « En 35 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. Cette jeune fille m'a appris que la véritable justice ne vient pas des tribunaux, mais des personnes qui ont le courage de se battre pour elle. » Sterling, qui purguait une peine dans une prison fédérale, a regardé à la télévision de la prison le discours prononcé par Jasmine lors de la remise des diplômes du lycée à l'âge de 16 ans, 2 ans plus jeune que ses camarades, après avoir sauté des classes en raison de son intelligence exceptionnelle. À 11 ans, j'ai découvert que le monde pouvait être cruel et injuste, a déclaré Jasmine au micro devant un public de 3000 personnes. Mais j'ai aussi découvert qu'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Chacun d'entre vous a le pouvoir d'être la voix dont quelqu'un a besoin d'entendre. Dans le public, Michael pleurait de fierté. Donna Carmen avait fermé le magasin où elle travaillait pour être présente. Amanda filmait tout pour la postérité. La dernière scène de cette histoire s'est déroulée 2 mois plus tard lorsque Jasmine a rendu visite à Sterling en prison, non pas par vengeance, mais pour une cause plus grande. « Je suis venu vous parler parce que pardonner ne signifie pas oublier. » Lui a-t-elle dit, séparée seulement par la vitre de la salle de visite. Cela signifie choisir d'être meilleur que ceux qui nous ont fait du mal. Sterling, désormais aux cheveux gris et vêtu d'un uniforme orange, a peine réussi à regarder dans les yeux la jeune fille qui avait détruit sa vie. « Pourquoi êtes-vous ici ? » Parce que la haine est un fardeau trop lourd à porter pour une seule personne. Vous avez payé pour ce que vous avez fait et j'ai choisi d'aller de l'avant en construisant un monde où d'autres enfants n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu. Lorsque Jasmine est sortie de cette prison, elle savait qu'elle avait bouclé la boucle, non pas celle de la vengeance, mais celle de la véritable justice, celle qui transforme les victimes en vainqueurs et les injustices en opportunités de changement. Aujourd'hui, Sterling purge toujours sa peine, isolé et oublié. Jasmine Williams, âgée de 18 ans, vient d'être acceptée à Harvard avec une bourse complète pour étudier le droit. Sa première affaire en tant qu'avocate, défendre gratuitement les familles à faibles revenus contre les entreprises qui pensent pouvoir piétiner les petits. Car Jasmine a appris la leçon la plus puissante qui soit. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, mais de construire un héritage si grand qu'il devienne insignifiant. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que la justice finit toujours par triompher, surtout lorsqu'elle est rendue par ce que tout le monde sous-estime.